Bonjour à tous, bonne rentrée sur e-learning physique. Voilà, aujourd'hui c'est le jour de la rentrée, c'est également le jour où moi je suis rentré donc avec les PC étoiles du lycée Wallon. Où que tu sois en France, à l'étranger, à l'université, en classe prépa, je te souhaite vraiment de vivre une belle année scolaire, de prendre du plaisir et d'apprendre beaucoup de choses et d'être avant toute chose, même au-delà des résultats que tu peux attendre, déjà passionné par ce que tu pourras apprendre en physique et parce que c'est vraiment une belle matière, une matière dans laquelle on modélise le monde physique qui nous entoure à l'aide d'outils mathématiques. C'est vraiment assez incroyable qu'on puisse appliquer les mathématiques au monde qui nous entoure. Aujourd'hui, on va parler d'analyse dimensionnelle. Ce matin, avec mes propres étudiants, c'est le sujet que j'ai abordé avec eux. Pourquoi? Parce que je considère que ce sujet est vraiment essentiel en physique. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un commentaire sur la chaîne de quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi un flux multiplié par un intervalle de temps était une énergie. Il s'agissait d'un flux thermique. Et c'est typiquement une question d'analyse dimensionnelle. Ce flux thermique était effectivement homogène à une puissance, une énergie par unité de temps. Donc quand on multiplie par un temps, ça faisait bien une énergie. Bref, tout ça pour dire que l'analyse dimensionnelle, c'est vraiment pratiquement l'outil numéro 1 en physique. Aujourd'hui, on va voir 4 compétences, 4 utilisations très classiques de l'analyse dimensionnelle en physique. Et on va voir aussi que le défi, au-delà du fait de maîtriser ces compétences, c'est de les utiliser et surtout de les utiliser spontanément, sans qu'on te le demande, comme des outils de vérification ou comme des outils pour trouver même des lois physiques. L'analyse dimensionnelle en physique, c'est déjà un thème que j'ai abordé dans une vidéo précédente qui s'appelait « La puissance de l'analyse dimensionnelle » dans laquelle on a calculé, on a estimé avec un physicien américain l'énergie de la première bombe atomique qui était cette énergie tenue secrète par les services secrets américains et que ce physicien a trouvé rien qu'en inspectant les vidéos de cette explosion. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'encore plus général puisqu'on va développer 4 compétences autour de l'analyse dimensionnelle en physique. Alors avant de se lancer dans ces 4 compétences, rappelons simplement quelque chose de très simple, c'est que la dimension d'une grandeur physique, c'est finalement sa nature physique. Est-ce que c'est une longueur? Est-ce que c'est une masse? Est-ce que c'est un temps ou encore d'autres dimensions plus sophistiquées? Cette dimension est indépendante du système d'unités choisi pour chacune de ces grandeurs. Alors on s'est aperçu empiriquement que toutes les grandeurs physiques pouvaient s'exprimer en fonction de 7 grandeurs physiques fondamentales. Ces 7 grandeurs physiques fondamentales dans le système international, c'est la masse, la longueur, le temps, attention, ça c'est pas la température, hein, c'est le temps, ce sont les symboles des dimensions, l'intensité électrique, la température, donc avec un θ et non pas un grand T, l'intensité lumineuse et puis donc la quantité de matière improprement appelée le nombre de moles. Donc à partir de ces 4 dimensions fondamentales, on peut trouver la dimension de n'importe quelle autre grandeur physique dans la nature. Évidemment, le choix de ces 7 grandeurs physiques n'est pas unique, mais ce sont celles qui ont été choisies. Et puis associées donc à ces 7 dimensions fondamentales, dans le système international, on a des unités associées, donc le kilogramme pour la masse, attention pour les chimistes, ce n'est pas le gramme mais c'est le kilogramme, le mètre pour les distances, la seconde pour le temps, l'ampère pour l'intensité électrique, le Kelvin pour la température, le candela pour l'intensité lumineuse et bien évidemment la mole pour la quantité de matière. Tu remarqueras que 2 de ces unités sont avec une majuscule, donc ce sont elles pour lesquelles donc, les noms à l'origine de ces unités, ce sont des noms propres, ce sont des physiciens. Par contre, les noms des unités, elles restent en minuscules, ce sont que les abréviations qui sont en majuscules, donc pour ampère et pour Kelvin, Lord Kelvin. Donc voilà ce petit rappel et on va passer directement donc sous forme de petits exercices qui vont nous permettre aussi de faire des rappels sur les grands principes de l'analyse dimensionnelle, donc les 4 compétences qu'on peut développer grâce à l'analyse dimensionnelle. Donc la première de ces compétences, c'est déterminer la dimension d'une grandeur physique. De quoi on parle quand on manipule
telle ou telle grandeur physique. Alors évidemment, je ne vais pas prendre une des 7 dimensions de base, mais on va apprendre à écrire ce qu'on appelle une équation aux dimensions, compétence que tu connais très certainement déjà, sur un exemple peut-être pas complètement trivial. Donc c'est l'exemple d'une résistance en électricité. Que, si on veut donc donner la dimension, la décomposer dans les 7 dimensions, il faut écrire une équation aux dimensions pour la résistance, et ça va nous permettre de relier l'unité, donc l'ohm, qui est une unité dérivée du système international, aux unités de base du système international. Mais attention, si on te demande la dimension, tu réponds dimension. Si on te demande l'unité, tu réponds unité. Donc, alors, une résistance électrique, donc première compétence, c'est déterminer la dimension d'une grandeur physique, donc résistance électrique. Alors, la méthode, donc on va dégager des méthodes à chaque fois. Donc la méthode, c'est d'introduire une relation que tu connais déjà avec des grandeurs physiques qui utilisent cette résistance électrique. Alors, quelle relation on peut penser? On peut penser à la loi d'Ohm, U égale RI, pour déterminer la dimension de R. Le problème, c'est que ça fait intervenir la tension. La tension ne fait pas partie des 7 grandeurs fondamentales, donc ça ne va pas être très pratique. Par contre, peut-être qu'une fois qu'on aura déterminé la dimension de R, du coup, on aura facilement la dimension d'une tension grâce à cette loi d'Ohm. On pourrait penser à l'expression de la résistance, par exemple d'un tronçon cylindrique de conducteur, donc la résistivité fois la longueur divisée par la section du fil. Mais là, c'est pareil, ça fait intervenir la résistivité électrique, l'inverse de la conductance électrique. Pas très pratique. D'ailleurs, peut-être que cette relation, si tu es en début de deuxième année, tu ne la connais même pas. Troisième relation à laquelle on pourrait penser, c'est la puissance aux bornes d'une résistance, la puissance consommée par effet Joule, par exemple en régime permanent, U fois I. Donc U égale RI, donc ça fait R I carré. Donc on voit que R, c'est P sur I carré. Alors là, déjà, on se dit, tiens, ça va être plus pratique parce que la puissance, c'est une énergie par unité de temps. Une énergie, c'est assez facile à relier aux dimensions de base. D'ailleurs, avec les 3 dimensions de base, donc masse, longueur et temps, on fait toute la mécanique. On rajoute encore la 4e dimension, donc l'intensité électrique. Avec ça, on fait tout l'électromagnétisme, l'électricité. Donc tu vois que rien qu'avec les 4 premières, déjà, on fait une très très grosse partie de la physique. Alors, R égale P sur I carré. Donc, alors, si on écrit une équation en dimension, on met ça bien entre crochets. Donc, la puissance, c'est une énergie divisée par un temps. Une énergie, c'est par exemple le travail d'une force. Donc, une force fois une longueur. Une force, c'est une masse par une accélération. Donc, une masse par une accélération. Donc là, on a une force. Si on veut une puissance, il faut d'abord une énergie. Donc, on remultiplie par une distance. Et on divise par un temps, et donc voilà la dimension, l'équation aux dimensions d'une résistance. Une résistance, donc c'est une masse fois une longueur au carré, un temps moins 3 et une intensité à la puissance moins 2. Voilà, ça ne s'invente pas. Et c'est là qu'on est bien content d'avoir défini des unités dérivées du système international. Donc ici, c'est l'ohm. Donc on voit que 1 ohm, c'est donc 1 kg, mètre carré, seconde moins 3, ampère moins 2. Donc voilà pourquoi c'est quand même très pratique d'avoir défini l'ohm comme on définit le farad ou le henry, parce que bon voilà, ça nous évite à chaque fois de remonter aux unités de base. Donc ça, c'était la première compétence. Je ne ferai qu'un exemple. Déterminer la dimension physique d'une certaine grandeur. Voilà, je t'encourage à t'entraîner sur d'autres grandeurs, type par exemple, tiens, la constante R des gaz parfaits, je te donne ça en petit exo, quelle est sa dimension? Alors, deuxième compétence, là on rentre déjà dans quelque chose déjà de un peu plus sophistiqué, c'est construire une grandeur ayant une dimension voulue. Le plus souvent, c'est à partir d'autres grandeurs physiques. Alors ça peut servir par exemple à essayer de déterminer empiriquement une loi physique. Donc dans ce cas-là, comme je l'ai expliqué dans la vidéo que je vais pas refaire sur l'explosion atomique,
Le plus difficile n'est finalement pas de relier la grandeur physique voulue, ici c'était l'énergie de la bombe, à d'autres paramètres, mais c'est plutôt le choix de ces paramètres qui est quelque chose d'assez délicat. Voilà, je ne vais pas y revenir. Alors ici, on va faire un petit exercice là-dessus, donc déterminer une grandeur physique en fonction d'autres grandeurs. On va se demander comment on peut fabriquer un temps caractéristique à partir donc d'une résistance électrique et d'une auto-inductance L. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très fréquemment, par exemple quand on a des régimes transitoires en électricité. Alors il y a plusieurs manières pour faire ça. Il y a des manières, on va dire, habiles et des manières malhabiles. Ici, alors quelle serait, on pourrait dire, la mauvaise méthode? Ce serait d'aller décomposer R, comme on vient de le faire, dans les dimensions du système international, de le faire également pour l'auto-inductance, par exemple en passant par l'énergie stockée dans une bobine, donc 1/2 de Li carré, ce serait assez facile d'avoir L, et puis ensuite de poser un système, donc tau qui serait finalement une constante K sans dimension, R à la puissance alpha, L à la puissance bêta, décomposer R dans les dimensions de base, L aussi, factoriser les dimensions et on aurait un système de 4 équations à 4 inconnues nous permettant de déterminer alpha et bêta. Voilà, dans l'idée c'est tout à fait possible, mais dans le cas qui nous intéresse, c'est pour le coup une méthode tout à fait inefficace. Alors, une méthode plus efficace, ce serait de penser à utiliser l'analyse dimensionnelle, donc avec des petites relations qui font intervenir R et L. Alors on peut penser pour R, cette fois-ci à la loi d'Ohm, donc la tension au bande d'une résistance U1 égale RI, et puis en convention récepteur, la tension au bande d'une bobine U2 égale L dI sur dt. Donc évidemment, une des règles de base en analyse dimensionnelle, c'est que les deux membres d'une même égalité sont dans la même dimension. Donc du coup, on peut affirmer que la dimension de RI, c'est la dimension de L dI sur dt. La dimension d'un produit, c'est le produit des dimensions. Donc, voilà encore une autre idée de base. Donc, voilà. Et puis la dimension d'une dérivée, alors ça très très important, la dimension de dI sur dt, c'est la dimension de I sur la dimension du temps, donc c'est I sur un temps. Et donc on voit directement que du coup, en écrivant que ça fait donc dimension de L, donc fois I sur T, eh bien on voit directement que la dimension de I se simplifie ici des deux côtés. Ouais, alors c'est pas très bien de faire ça parce qu'on a l'égalité au milieu, donc on va pas le faire. Mais on voit directement qu'on a un temps donc, qui vaut donc, la dimension de L sur la dimension de R. Et donc on a fabriqué notre temps tau caractéristique, donc égal à L sur R. Voilà. Alors tu peux retrouver ça autrement par les équations différentielles d'un régime transitoire. Je vais y revenir tout de suite. Mais voilà une façon simple et efficace donc, de déterminer une grandeur ayant une dimension voulue, donc à partir d'autres grandeurs physiques. Et encore une fois, ça peut avoir une utilisation encore plus puissante. C'est de donner empiriquement une loi physique, un paramètre qui dépend d'autres paramètres à une constante multiplicative près sans dimension, le plus souvent comprise entre 0,3 et 3 et plus rarement entre 0,1 et 10. La troisième compétence sur laquelle j'aimerais insister encore plus parce que je pense que c'est celle qui est la plus utile pratiquement, enfin une des plus utiles, mais surtout qui est la moins utilisée spontanément par les étudiants, c'est de faire de l'analyse sur ce que j'appelle sur les équations différentielles, c'est-à-dire définir des grandeurs caractéristiques d'un problème uniquement par analyse dimensionnelle sur une équation différentielle. Alors, je vais tout de suite donner un exemple simple et après un exemple un petit peu plus compliqué. Ça marche avec des équations différentielles à une variable et ça marche aussi même avec des équations différentielles comme l'équation de D'Alembert aux dérivées partielles. Donc donnons d'abord un exemple très simple d'un circuit électrique pour lequel le courant, alors on pourrait deviner assez facilement de quel circuit
il s'agit, mais bon, imaginons, voilà, on a un courant I qui vérifie une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant, qui est celle-ci. Et on demande de trouver un temps caractéristique, d'identifier un temps caractéristique. Alors, pour faire ça, eh bien, c'est l'analyse dimensionnelle l'outil le plus puissant. Pourquoi? L'idée, c'est de mettre cette équation différentielle sous forme, ce qu'on pourrait appeler canonique des équations différentielles du premier ordre à coefficient constant sans second membre. C'est-à-dire que on sait que dI sur dt, la dérivée de I par rapport au temps, a pour dimension une intensité sur un temps. Donc forcément, si on arrive à transformer l'équation, à la mettre sous cette forme-là, eh bien on pourra identifier un temps caractéristique puisque on ne peut additionner que des grandeurs physiques qui sont de même dimension. Ça veut donc dire que dI sur dt est de la même dimension que ce avec quoi on l'additionne. Donc on peut l'écrire aussi formellement I sur taux. Alors il n'y a pas de difficulté, on voit tout de suite qu'on va pouvoir poser taux est égal à R1 R2C divisé par R1 plus R2. Donc j'ai divisé par cette constante ici pour pouvoir identifier taux. Au passage, on vérifie que d'ailleurs c'est bien homogène à RC. Là on a un quotient de résistance. Donc voilà, on devine que ça marche bien. Mais quelle est l'idée surtout? Au-delà de la simplicité de cet exemple, c'est que pour faire ça, je n'ai pas été chercher la dimension de R, je n'ai pas été chercher la dimension de C pour vérifier qu'en ayant fabriqué taux de cette façon-là, j'avais bien un temps. J'ai simplement raisonné sur l'équation différentielle. Alors bien sûr, je suis parti du principe que l'équation différentielle était juste. Donc ce calcul ne peut pas constituer une vérification de l'établissement de l'équation différentielle, mais si cette équation différentielle est juste, alors nécessairement taux de cette manière-là est forcément un temps. Alors très souvent, voilà, quand on demande aux candidats de faire ça, ils ne peuvent pas s'empêcher justement d'aller vérifier que ce qu'ils ont fabriqué est bien de la bonne dimension. C'est complètement inutile puisque voilà, il suffit d'argumenter en disant on ne peut additionner que deux termes de même dimension. Donc ça veut dire que taux est nécessairement un temps. On pourrait prendre d'autres exemples comme par exemple l'équation d'un oscillateur harmonique amorti. Donc une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant. Et là, je vais la mettre sous cette forme-là. Donc c'est ce qu'on appelle aussi sa forme canonique, qu'il est très très bon de connaître. Donc tout oscillateur harmonique amorti, donc le terme d'amortissement il est là, s'il n'était pas là on aurait l'oscillateur harmonique, mais on a ce terme d'amortissement. Et voilà, donc la question qu'on va se poser c'est quelle est la dimension de oméga 0 et quelle est la dimension de Q. Dans le cas général, on peut mettre des circuits RLC, des circuits du second ordre sous cette forme-là, ou un ressort amorti par frottement fluide également sous cette forme-là. Donc quelle est la dimension de oméga 0 et de Q? Simplement par analyse dimensionnelle. Alors premier point, c'est de remarquer que finalement la dimension de Q et de oméga 0, bon on va la voir que à partir de l'équation différentielle, mais c'est indépendant de la dimension de Y. Alors pourquoi? Parce que la dimension de D2Y sur DT2, alors il faut bien faire attention à la position du 2, là ils ne sont pas au même endroit et ça c'est fondamental. La dimension de D2Y sur DT2, ce n'est pas la dimension de Y au carré sur un temps au carré, mais c'est la dimension de Y sur un temps au carré. Donc on a dimension de Y sur un temps au carré plus donc dimension de oméga 0 sur Q, dimension de Y sur un temps plus dimension de oméga 0 au carré fois dimension de Y. Donc, pardon, ce n'est pas égal 0 là, elles sont plutôt toutes égales puisque voilà, tous ces termes sont de même dimension. Donc comme je le disais, c'est indépendant de la dimension de Y. Donc on voit directement du coup que la dimension de oméga 0, c'est l'inverse d'un temps. Alors on s'en doutait, ceci dit, une notation ne fait pas preuve. Hein. Ce n'est pas parce qu'on le note oméga 0 que c'est l'inverse d'un temps. Et puis donc oméga 0 sur Q, du coup, là, ici, on avait un temps. Donc, oméga 0 sur Q est homogène à l'inverse d'un temps. Mais comme oméga 0, c'est déjà l'inverse d'un temps, on voit que Q est sans dimension. Donc, c'est le facteur de qualité du circuit, si c'est un circuit RLC. Donc, on note ça comme ça. Q est de dimension 1, ça veut dire qu'il est adimensionné. Et donc, ce sera le cas pour tous les oscillateurs harmoniques
amorti, on aura cette analyse qu'on peut faire. Alors évidemment, si tu connais un petit peu, je t'encourage à revoir ça. Peut-être que je vais faire une vidéo. Si Q est plus grand que 1,5, on est en régime faiblement amorti, donc pseudo-périodique. Si Q égale 1,5, on est en régime critique, le discriminant de l'équation caractéristique est nul. Et si Q est plus petit que 1,5, on est en régime apériodique. Donc on a une solution sous forme de somme d'exponentielles décroissantes, les deux racines de l'équation caractéristique. Je ne vais pas refaire ça ici, rassure-toi. Donc en tout cas, le point important, c'est que pour dire ça, pour affirmer ça, je n'ai pas eu à même avoir les expressions de oméga 0 et de Q. Je peux l'affirmer par simple analyse dimensionnelle. Donc ça, c'est très important, apprendre à faire de l'analyse dimensionnelle uniquement sur les équations différentielles en pensant simplement comme argument central qu'on ne peut additionner entre que des termes de même dimension. Et donc, à partir de là, c'est très simple d'introduire une pulsation propre, un facteur de qualité, un temps caractéristique, une célérité, une diffusivité, bref, toutes ces grandeurs-là sortent de cette façon-là par analyse dimensionnelle. Et surtout, encore une fois, ne va pas chercher comment tu as fabriqué ces grandeurs caractéristiques. Tu connais déjà a priori leurs dimensions en supposant que l'équation différentielle que tu as établie est correcte. Dernière application, c'est bien évidemment celle peut-être qui est la plus répandue, c'est la vérification de l'homogénéité d'une expression. Alors vérifier l'homogénéité d'un résultat, c'est pas un réflexe pour la majorité des étudiants. Voilà, ils se lancent souvent dans des pages de calcul, ils arrivent à un résultat et puis à la fin, l'examinateur lève les yeux, il regarde le résultat et il dit juste « c'est faux ». Comment il le sait? C'est parce que le résultat proposé n'est tout simplement pas homogène. Alors, c'est pourtant assez simple la plupart du temps de voir la plausibilité d'une solution. Donc typiquement, voilà, réponse à un régime transitoire qui s'écrirait U de t égale U0 exponentielle moins RCT. Alors ça, est-ce que ça a une chance d'être correct? Eh bien, l'argument de toutes les fonctions transcendantes exponentielles, log, cosinus, sinus, tangente, etc. Doit être adimensionné, donc sans dimension. Or ici, alors RC, on a vu que c'était homogène à un temps. Donc ici, on aura non pas quelque chose d'adimensionné, mais un temps au carré. Donc on voit que ce résultat n'a aucune chance d'être juste. Alors c'est vrai qu'un résultat homogène n'est pas forcément correct. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une solution non homogène est forcément fausse. Donc je t'encourage vraiment à avoir ce réflexe, vérifier l'homogénéité de tes résultats. C'est assez facile en électricité. Par exemple, on sait que RC est un temps. Donc quand on établit des dimensions, des fonctions de transfert US sur UE, elles doivent être sans dimension. La dimension de H, c'est 1. Donc il est très commode, par exemple, de faire apparaître des groupements JRC oméga. Donc produit de J oméga, de JC oméga, l'inverse de l'impédance de la capacité par R. Donc ça, c'est sans dimension. Ou alors des groupements moins LC oméga carré. Donc ça, c'est un produit de JC oméga par JL oméga. Alors pourquoi? On a vu que LC, c'était un temps au carré. C'est aussi le produit de L sur R qui est un temps fois RC. Donc c'est un temps au carré fois oméga carré, c'est sans dimension. Donc si tu fais apparaître des groupements sans dimension, c'est très pratique parce que tu vas pouvoir t'apercevoir immédiatement si ta formule est homogène ou si elle ne l'est pas. Allez, je vais arrêter là cette vidéo, c'était déjà assez long. Donc j'espère que tu vas retenir les 4 compétences qu'on a développées aujourd'hui. Donc déterminer la dimension d'une grandeur, une grandeur inconnue. Construire une grandeur physique d'une dimension voulue. Déterminer des grandeurs caractéristiques, en particulier sur les équations différentielles. Et enfin, vérifier l'homogénéité d'un résultat. Voilà, à très bientôt sur e-learning physique et bonne rentrée.